Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce second date avec un DRH, les étudiants de l'IGS RH, Bachelor 1 et 2, quelques professionnels RH qui sont connectés aussi grâce au lien et le DRH de Scalapay, Charles. Donc, bonjour Charles. Salut, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'objectif de ce webinaire, effectivement, c'est de répondre aux questions de nos invités sur les missions et les enjeux d'un DRH. Mais avant de commencer à répondre aux questions qui apparaîtront sur le chat, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yes, bien sûr. Donc avec plaisir d'être avec vous ce matin. On est encore le matin, ça va. Yes, plaisir d'être avec vous. Donc je m'appelle Charles. Je suis aujourd'hui DRH chez Scalapay, une fintech qui est en train de grandir très rapidement. On est 150 aujourd'hui, on sera probablement 500 d'ici fin 2022. Donc pas mal de monde qui va nous rejoindre. C'est pas ma première startup. Ça fait 2 ans que j'évolue dans cet écosystème et avant ça, j'ai passé la majorité de ma carrière dans une petite boîte agroalimentaire qui s'appelle Danone. Vous connaissez peut-être. Donc j'ai grandi chez Danone. J'ai commencé du côté business où j'étais responsable de l'import et de l'export de la logistique sur plusieurs pays avant de passer en RH il y a à peu près 5 ou 6 ans maintenant. Tout d'abord dans des rôles de HR Business Partner, RH généraliste aux Pays-Bas avant de bouger sur la France. Et ça fait maintenant 4 ans que j'habite en France et je suis passé du monde des grandes structures donc au monde de la startup. Donc voilà un petit peu mon parcours en quelques mots. Sinon, au niveau perso, moi je suis moitié français, moitié anglais. Mon père est anglais et maman est française, donc j'ai eu la chance d'évoluer entre les deux cultures. J'espère parfois avoir le meilleur des deux cultures. Des fois, c'est le pire, ça arrive. Mais en tout cas, c'est toujours, c'est toujours drôle. Et voilà, sinon, à part ça, je suis très passionné par le sport. J'adore tout ce qui est course et yoga et grand fan de musique aussi, des concerts. Les concerts, c'est ma vie, même si pendant les 2 dernières années, c'était un petit peu plus compliqué. Ouais, c'est un peu plus Et on compliqué, hein. croise les doigts. On croise les doigts pour que ça continue et qu'on désintègre pas tout ça. On verra, on verra, on verra. Mais voilà, petite intro de mon côté. Ok, bah merci beaucoup, hein, super parcours. Effectivement, parcours start-up, parcours grande entreprise, autant bien à l'international qu'en France, donc super intéressant. Alors là, les questions sur le chat, n'hésitez pas, hein, ça commence maintenant pour le coup. Moi, j'ai une petite question avant de commencer. Dis-moi. Euh, Start-up ou grand groupe? Ah, la grande question, la grande question. Et je fais partie des chanceux qui ont réussi à faire les deux et à survivre dans les deux. C'est deux mondes très très différents, deux mondes très très différents. Et je pense que je peux être super politique et dire que les deux apportent des choses différentes. Je pense que aujourd'hui, où j'en suis dans ma carrière et ce que moi j'ai envie personnellement, le monde de la startup me correspond mieux. J'adore l'impact que je peux avoir tous les jours. C'est très très direct, c'est très très rapide, et il y a un élément de proximité humaine, proximité avec le business que j'adore. En fait, tous les jours, on mange les chiffres de ce qui se passe. C'est très très rapide. On sait exactement ce qui se passe. On sait combien on a vendu hier, et ça bouge très très vite. Ouais. Maintenant, ce que j'ai appris à travers les 9 ans que j'ai passé chez Danone, c'est beaucoup de profondeur en fait. Et j'ai travaillé sur des gros sujets avec de l'impact différent, pas de l'impact probablement direct, mais des gros sujets. Par exemple, j'ai attaqué des sujets comme la diversité, l'inclusion des talents. J'ai fait des gros programmes de développement féminin, de leadership féminin. Et ça, c'est pas la réalité aujourd'hui dans une startup. C'est très très différent. Donc en fait, ça vient avec des choses. On apprend, je pense, plus en profondeur sur des verticales quand on est dans les grands groupes et on apprend plus probablement, alors que en startup, on va apprendre plus sur du 360 et apprendre à gérer le chaos de tous les jours. Donc, voilà un petit peu le meilleur et le pire des deux Ok. choses, que ça Et du vient, coup, ça vient naturellement avec. là, j'ai une question. Du coup, pour conclure sur cette parenthèse, c'est mieux d'être un DRH de start-up ou de grand groupe? Startup.
100%. Ok. Autre Ouais. question. Alors, là, je pense, donc il y a Agathe qui demande: bonjour, est-ce que vous pourriez un peu parler de vos missions au quotidien, nous décrire une journée type dans votre métier? Yes. Salut Agathe. Donc, une journée type. Alors, en startup, les journées types, ça n'existe pas parce que il y a des nouveaux sujets tous les jours et c'est plus gérer les vagues en continu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une chose récurrente dans une startup. Un des gros enjeux sera nécessairement de faire venir du monde. On a besoin de grandir rapidement pour répondre aux besoins du business, pour délivrer de la croissance. Donc, il y a un gros sujet recrutement. Je passe probablement entre 20 et 30% de mon temps, peut-être pas tous les jours, mais 20 à 30% de mon temps dans des entretiens, à rencontrer du monde, à faire soit je vais chercher du monde, soit j'ai des candidats en entretien. Donc c'est beaucoup de temps passé en entretien. De l'autre côté, c'est probablement 30-40% du temps à s'occuper du développement des talents. Alors développement des talents, c'est tous les sujets de performance, tous les sujets d'engagement, les cas difficiles. La réalité d'un métier RH, c'est qu'il y a des cas difficiles, que ce soit des cas de la maladie, des sujets compliqués entre un manager et la personne dans son équipe, les sorties. C'est la réalité du métier aussi. Il y a tous ces cas individuels qui sont compliqués à gérer et qui prennent du temps. Et la dernière partie, probablement, ce sera plus stratégique. C'est quoi les sujets stratégiques du moment? Par exemple, aujourd'hui, fin de l'année, ça veut dire quoi fin de l'année? Ça veut dire qu'en janvier, il y aura une revue de la performance de toutes les équipes, il y aura les bonus, il y aura les augmentations salariales. Ça, c'est la réalité du métier RH et des cycles RH dans une boîte. Donc, ça, c'est les sujets que je prépare, par exemple. Les sujets, je suis en train de préparer le format des revues de performance en janvier. Donc, voilà un petit peu à quoi pourrait ressembler, pas tous les jours, mais en tout cas, mon temps, comment je passe mon temps. La journée type. C'est bien, tu as un peu énoncé ta journée. Est-ce que tu pourrais, parce que là, il y a une question qui est pas mal d'Alexandrine, les plus grandes difficultés de ton métier? Donc, dans toutes ces missions-là, les plus grandes Ouais. difficultés. Alors, en RH, la réalité, c'est qu'on a, on a un rôle, j'ai pas envie de dire bancal, mais des fois ça peut l'être, un rôle entre plusieurs choses. On a, numéro un, le business qui a besoin de faire des choses, les managers qui veulent recruter dans leurs équipes, développer des gens, peut-être qui sont pas contents avec les performances de certaines personnes qui veulent faire des choses. Bon, il y a ça, il y a le business. Il y a ensuite les candidats et les employés qui sont un autre parti, qui ont leur point de vue, qui ont leur personnalité, leurs émotions, leurs envies. Et le troisième point, c'est le légal, très simplement. On représente dans une boîte, en tant que RH, la légalité, le social, s'assurer que les choses sont faites de manière propre, correcte et légale. Et donc, on est au milieu de ces trois choses et savoir jouer entre ces trois éléments distincts, c'est la chose la plus compliquée du métier de RH. C'est trouver les bons compromis, c'est trouver le bon discours pour pouvoir influencer les uns et les autres. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui est difficile et c'est ouais, ça s'apprend avec le temps. Ok, bon. Voilà. Autre question. Est-ce que les missions d'un DRH, donc ça c'est Annabelle qui demande, est-ce que les missions d'un DRH changent selon la taille de l'entreprise? Ouais, complètement. Une petite entreprise en mode startup, comme je le suis aujourd'hui, voilà, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment l'enjeu de recrutement. On a besoin de faire grandir les équipes très rapidement. Et donc, la mission, là, très clairement, quoi qu'il arrive, à la fin de l'année, mon boss me dira, tu as recruté combien de personnes? C'est clairement dans mes objectifs. Dans une, euh, dans une plus grande entreprise, la réalité, c'est que le recrutement va jouer une partie de renouvellement des talents, apporter des compétences différentes, remplacer des personnes qui partent naturellement. Mais c'est une beaucoup plus petite partie. Ce sera beaucoup plus, je pense, d'expérience maintenant sur le développement des talents. Comment est-ce qu'on engage les talents? Comment est-ce qu'on s'assure
qu'ils restent dans l'entreprise, qu'ils soient heureux, qu'ils travaillent sur des bons sujets. C'est vraiment ça. Donc, les missions vont, je pense, se passer entre ça, pour osciller entre ces deux choses selon la taille. Et également, la taille d'une entreprise, et là je prends l'exemple français surtout, il y aura vraiment une dimension de travail avec les partenaires sociaux qui sera beaucoup plus conséquent dans les grands groupes. Donc, grand groupe taille signifie masse salariale plus conséquente, signifie représentation syndicale probablement plus importante aussi à gérer. Donc ça, c'est la réalité aussi des grands groupes. Ok. Alors, j'ai des questions, c'est bien, il y a des questions diverses. Pour continuer sur ce type de questions, là, on a Margot, le cliché du DRH, le plus proche, plus proche des dirigeants que des salariés. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça, c'est une réponse très personnelle ici, hein, mais ça dépend de l'envie du DRH. Ouais. Il y a des DRH qui vont être en mode support et service du business, et ce que le business décide, ils diront oui et ils l'acteront. Derrière, il y a d'autres formes de DRH qui ont des opinions, qui ont des convictions et qui vont porter ces convictions et se battre contre le business parfois aussi, parce que c'est ça qui est important. On représente, comme j'ai dit tout à l'heure, les salariés, on représente l'égalité, le social. On représente aussi le business. Donc, c'est vraiment ce jeu à jouer, à trouver comment trouver le compromis entre toutes ces parties distinctes. Mais je suis, par exemple, profondément convaincu que la diversité est une richesse en entreprise et qu'il faut absolument éduquer les managers et le business à reconnaître nos propres biais. Et on ne le sait pas. On ne le sait pas. C'est quelque chose qui... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en recrutement, pourquoi est-ce qu'on recrute principalement des gens qui nous ressemblent? Parce que c'est la réalité aujourd'hui. Les minorités sont moins représentées. On a plus peur de recruter des gens de minorités différentes. Et ce qui est important à comprendre ici, c'est pas un manager qui recrute, qui pense dans le recrutement, ah non, mais tu vois, je vais être discriminant envers quelqu'un d'une minorité particulière. Non, ça se passe pas comme ça. C'est des billets qui sont très très intégrés. Chez nous, on s'en rend même pas compte, et c'est sur ça qu'il faut travailler. Éduquer en continuité les managers à se battre contre les billets dont ils ne sont même pas au courant qu'ils ont. Donc voilà, ça c'est quelque chose de perso, mais c'est important de parler de ça. J'espère que ça répond à la question un petit peu. Je suis parti en tangente. Non, non, mais c'est bien. Et puis en plus, tu amarres sur une autre question. Non, je pense qu'effectivement, c'est très personnel comme réponse et qu'il y a un peu des deux. Bien qu'on voit que ça change quand même, hein. Il y a quand même beaucoup plus de DRH qui sont impliqués dans la vie des salariés que cette image-là est un peu cassée et c'est important de le rappeler. Et là, tu as un peu enchaîné tu as un peu anticipé la question des discriminations. Ouais. Et il y en a une du coup sur le chat de Rachid. Comment expliquer que les femmes soient moins bien payées que les hommes encore aujourd'hui? Voilà, ça c'est la grosse question. Ok. Mon avis là-dessus est qu'aujourd'hui, on retrouve, c'est pas seulement une question de paye, je pense. On est aujourd'hui, et je le vois chez Scalapaye, on a 49% de femmes dans la boîte, donc en termes de parité, génial au total. Quand on monte les niveaux et qu'on va sur des niveaux de team lead, head of, dirigeant, ce chiffre passe à 22%. Pourquoi est-ce qu'il y a ce gap aujourd'hui? C'est ça la question plus que la paye. Aujourd'hui, ce gap, la question de la paye vient après, mais ce gap s'explique parce qu'aujourd'hui, dans la logique de carrière, on a encore les femmes qui prennent du temps pour prendre un enfant dans leur trentaine et les hommes sont ceux qui continuent à travailler. C'est pas le cas partout, mais de façon générale, ce schéma existe encore. Il faut le dire. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est
ce break, cette pause que les femmes, plus que les hommes, prennent pour avoir un enfant et éduquer l'enfant dans les premières années de cet enfant, en fait, euh, est une sortie de carrière. Il y a un très bon article qui parle de, en fait, la carrière, c'est comme une autoroute, et en fait, c'est comme prendre une sortie en fait sur l'autoroute. Et en fait, faut créer des rampes pour réaccéder à l'autoroute. Notre job en tant que DRH, c'est de s'assurer que le business, les dirigeants d'entreprise puissent assurer le retour des femmes au travail le plus rapidement possible. Et chez Danone, c'était incroyable parce que j'ai travaillé avec un dirigeant, un des comex de chez Danone, qui, pour les femmes qui étaient identifiées comme super talents chez nous, euh, on leur donnait une promotion avant qu'ils partent en maternité. Ah, c'est Voilà, génial. on disait, voilà, c'était ça. Il était convaincu qu'en fait, qu'il fallait, pour s'assurer que leur carrière ne soit pas une sortie d'autoroute, mais plus juste un petit détour et qu'elles vont Ouais. revenir, on leur donne la promotion avant. Voilà, et tu reviens dans 6 mois et tu es promu à ce job et ce niveau-là. Et c'était génial parce que ça montrait à quel point on était convaincus que, voilà, numéro un, on voulait être garant que avoir des enfants, c'est important dans une Ouais. vie et que la vie et le travail peuvent être deux choses qui vont bien ensemble. Et numéro deux, euh, quand les gens sont des talents, les reconnaître et leur permettre d'avancer dans leur carrière. Bon, de ce côté-là, c'est la première réponse. Euh, Deuxièmement, la réalité, c'est que, et il y a beaucoup de littérature dessus, les femmes ne sont pas aussi agressives de façon générale sur leur salaire, ne demandent pas autant que les hommes. Et dans les conversations de carrière voilà, j'ai envie de ce job, j'ai envie d'être promu, j'ai envie de prendre cette opportunité, les femmes, en général, le font moins. Et c'est notre job, en fait, de s'assurer que ces conversations ont place et qu'on promeut les gens à l'intérieur des boîtes et qu'on leur donne des salaires qui sont à la hauteur. Et en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne plus nécessairement regarder les salaires par rapport aux personnes, mais par rapport au job qui est fait. Et ça, c'est important. C'est un changement de mindset complet. Euh, Si tu fais un job, en fait, ou un rôle en particulier, un poste en particulier, pourquoi est-ce que quelqu'un serait payé 20-30% de plus que quelqu'un d'autre qui fait le même job? Ah oui, ouais, complètement. Regardons ce qu'est le job, regardons les résultats. Et encore, dans trop de boîtes aujourd'hui, spécialement des grandes, grandes boîtes, on regarde trop le profil des personnes et ce qu'ils ont fait avant par rapport à ce Ouais. qu'ils délivrent, ce qu'ils ou elles délivrent. Donc, faut changer le mindset et vraiment aller sur un mindset de résultat. Qu'est-ce que je délivre et est-ce que je suis payé à la valeur, à la hauteur de ce que je délivre? Ouais. Mm. C'est sûr. Alors, Voilà. merci pour ta réponse. Là, j'ai des questions un peu plus sur le profil à avoir, des questions de carrière. Donc, Ouais. je vais revenir. Là, je vais prendre la première. Il y en a une qui était pas mal. Alors, bon, est-il mieux de faire un stage dans une start-up ou une grande entreprise? Est-ce qu'il y a une grande différence? Et du coup, Sherilyn te remercie d'avance de répondre à cette question. Ouais. Alors, dans ma carrière, j'ai fait plein de choses différentes. Si vous regardez mon profil et mes expériences, j'ai sauté de choses en choses. Je suis passé du business en RH, je suis passé de grands groupes en start-up. La réalité, c'est que rien n'était tracé. C'était pas nécessairement choisi, bien sûr. J'ai travaillé dur pour faire tout ce que j'ai fait, mais derrière, c'était pas, j'avais un choix, je vais arriver à quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi des personnes. J'ai rencontré des personnes incroyables dans ma vie qui m'ont inspiré, qui m'ont poussé, qui m'ont pris dans leurs équipes et qui ont pris soin de moi, en fait. Et mon conseil, donc, start-up ou grande entreprise, à la fin, le stage, vous allez apprendre des choses, quoi qu'il arrive. Ok. Maintenant, la question
la plus importante, c'est est-ce que la personne à qui vous reportez, la personne que vous rejoignez, est-ce que cette personne va prendre soin de vous? Est-ce qu'elle va vous développer? Est-ce qu'elle va vous donner tout ce qu'elle a pour que vous appreniez au maximum? C'est ça la vraie question que vous avez besoin de répondre dans vos stages. Allez pas, si vous ne le sentez pas dans un stage et que vous voyez que le boss ou la boss, c'est pas ça, fuyez dans l'autre sens. Et c'est pas seulement pour le stage, c'est pour tout le reste de votre carrière. Suivez des personnes. Vous savez, les jobs les plus sexy, d'accord? Allez, je peux être recruteur chez Danone ou Google ou Facebook ou ce que vous voulez. Ok, les jobs les plus sexy, génial. Mais si le boss C'est un monstre. C'est horrible. est nul, en fait, le job va être nul. Un stage ou un job qui n'a pas l'air sexy sur le papier, mais avec un boss incroyable ou une boss incroyable qui va vous donner tout son temps, voilà, qui va vous pousser, qui va vous donner des responsabilités, des projets, c'est ça qu'il faut aller chercher. Vous allez apprendre là, pas dans les jobs sexy, nécessairement. Je ne dis pas que les deux sont pas possibles, mais allez rejoindre quelqu'un, surtout au début de votre carrière. Ouais. Ouais. Et autre question, comment créer un réseau solide? Là, c'est vrai que c'est une question qu'on ne se pose pas forcément là maintenant quand on est étudiant, mais quand on arrive sur le marché, c'est compliqué. Donc, c'est bien de prévoir un peu. Donc, comment créer un réseau solide? Et est-ce que tu as des conseils? Ouais. Conseil numéro un, le réseau, il serait pas par magie. Faut aller parler aux gens. Faut aller chercher des gens. Si vous attendez que les gens viennent vers vous, ça va jamais se passer. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut activement vouloir créer son réseau et avoir une stratégie de création de réseau. Comment ça se passe aujourd'hui? LinkedIn, numéro un. Allez parler à des gens sur LinkedIn. Et moi, quand j'ai voulu passer de grands groupes à start-up, c'était très, très simple. J'ai contacté à peu près 60-80 personnes, DRH, en start-up. Il y en a 10 à 15% qui m'ont répondu et qui m'ont donné un petit peu de leur temps sur comment ça se passe, comment est-ce que je pourrais stratégiquement passer. Nanana. Et c'était un super exercice. Même si 10 à 15% m'ont répondu, j'ai parlé à 6-7 personnes. C'était génial. C'était génial. Et c'est comme ça que ça marche. Ensuite, bon, ça c'est une stratégie. Ensuite, aller sur des moments networking. Fox RH n'est pas le seul endroit où on peut faire du networking du côté RH. Il y a Oui, bien sûr. plein d'autres comment on dit ça, plein d'autres structures qui peuvent vous offrir l'opportunité de rencontrer du monde. Allez-y. Et quand vous êtes dans ces structures, parlez aux gens. Et vous savez quoi, vous n'êtes pas obligé en mode dans une soirée networking ou un truc en ligne networking. La stratégie, c'est pas de sortir avec 10-15 personnes, ça sert à rien. Trouvez une personne, c'est tout. Une personne, voire deux, c'est tout, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de rencontrer trop de monde. Mais ça s'enchaîne. Vous faites 4 à 6 événements par an. Vous avez 6 personnes dans votre network, 6 personnes de qualité. Et voilà, ça augmente progressivement. En fait, le network, on s'en fout de connaître beaucoup de monde. Connaissez des personnes de qualité qui sont elles-mêmes bien connectées et qui sont intéressantes. C'est ça qu'il faut aller chercher. Ouais, tout à fait d'accord. Mais il faut que Sarah est un bon moyen d'avoir un bon réseau. Je tiens à le dire. Absolument. C'était la première structure auquel j'ai pensé, évidemment. Oh. Autre question sur le profil, du coup. Est-ce qu'un profil international, c'est un atout aujourd'hui dans le milieu RH? Alors, je veux dire la réponse politiquement correcte, c'est de dire oui. Ok, oui, pourquoi? Parce que profil international, c'est l'ouverture à d'autres cultures, d'autres façons de penser. Vous allez voir des choses différentes. Vous avez vécu quelque chose à l'international. Vous venez avec des pépites d'où vous venez. Ça apporte quelque chose. Maintenant, la réalité, c'est qu'en France, même si on se veut innovant et au XXIe siècle, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on est encore coincé dans des schémas de pensée qui sont très franco-français, des façons de faire qui sont très franco-français. Et on recrute
encore par rapport à, et c'est dingue, mais dans des entretiens aujourd'hui, on ne te demande pas ce que tu as réalisé comme résultat dans ton dernier job ou ce que tu as participé. C'était, t'étais à quelle école? Tu connais qui? Ah, tu connais lui? Ah, peut-être que tu... C'est encore très franco-français et ça change. Ça change, les lignes changent. Mais dans les grands groupes, ça reste encore très coincé, très réseautage, très t'es sorti de quelle école. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les startups qui ne sont pas tous nécessairement dans ce mode-là sont plus féconds à d'autres profils et de différentes façons de penser. Donc voilà, ma réponse moins politiquement correcte, mais c'est la réalité encore, trop souvent. Autre question, et là c'est Estelle, et je pense que c'est vrai que ça peut servir à tout le monde. Comment être au courant des actus légales et parce que ça évolue tellement vite. Est-ce que tu as des tips? Les actus légales. Alors, c'est vrai que de mon côté, si vous connaissez Slack, Slack, c'est un outil de communication assez répandu dans les startups. Quand je parle à mes collègues chez Danone maintenant ou dans d'autres grandes boîtes, ils connaissent pas, c'est assez drôle. Parce que moi, un monde sans Slack, Ouais. ce serait juste dingue aujourd'hui. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des réseaux. Il y a des réseaux là-dessus, de RH, de DRH, sur des sujets peut-être particuliers, par exemple sur l'inclusion et la diversité. Et là-dedans, en fait, moi, je suis sur des réseaux où il y a les news qui sont lancées toutes les semaines avec un digère des actualités, des changements, etc. Et également, au niveau actu légal, soyons clairs, ça change tout le temps, c'est hyper compliqué. Un autre secret ici de DRH, même si moi j'ai seulement 6-7 ans de RH maintenant derrière moi, j'ai des collègues qui ont fait ça toute leur vie, ils ont encore besoin d'un avocat pour certaines choses, parce que le droit français est hyper compliqué. Donc, pas de stress là-dessus. Dans la majorité des cas, on a toujours besoin de quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus que nous, même si on a beaucoup d'expérience et de connaissances. Okay, mais sur les actus légales, je pense que aujourd'hui, on a tellement de newsletters, de networks, etc. Abonnez-vous à quelque chose. Il y a un super truc, je me souviens plus le nom maintenant, mais le CNAM a une professeure qui fait un e-café toutes les semaines avec les news, les actualités. Je vais essayer de vous retrouver le nom et si vous voulez, je vous partage après pour le retrouver. Mais c'est super bien pour les RH. Je sais qu'il y en a pas mal dessus qui sont sur cette petite newsletter hebdomadaire. Complètement. Complètement. Après, c'est vrai qu'il y a plein de médias et il ne faut pas hésiter à s'abonner aux newsletters. Même nous, en tant que professionnels, moi, Ça, tous les ouais, lundis, j'ai une dizaine de newsletters et j'arrive à piocher quelques actus comme ça pour me tenir au courant. absolument. Surtout en ce temps Euh, de Covid, vous voyez avec les annonces d'hier soir. Bon, il y a rien d'obligatoire pour l'instant, mais clairement tous les DRH dans mes networks là, on est au taquet pour comprendre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le prochain step? ouais. Est-ce que et c'est ça qui est important, comprendre par exemple suite aux actualités d'hier soir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va devoir mettre en place ou pas? La réalité, c'est que par rapport à hier, c'était des recommandations et rien d'obligatoire. Donc en fait, ce matin, les RH respirent tous parce qu'ils doivent pas nécessairement changer quelque chose dans leur organisation ce matin. Mais ça peut être amené à changer d'ici 2 semaines, par exemple. On verra. Question d'actu, parce que je l'ai vu passer au tout début. Eric Ouais, demandait pour ou contre le full remote. Parce que c'est vrai que. contre total. Alors, c'est un parti pris là-dessus. Il y a beaucoup de boîtes qui sont en mode full remote, c'est Ouais, génial. Moi, j'y crois pas du tout. Alors, je pense que mettre des gens ensemble dans un bureau, dans une cantine, autour d'une machine à café est super importante pour la cohésion sociale d'une boîte et le fait que il y ait des moments de partage qui ne soient pas simplement résumés à des zooms. La réalité du full remote, c'est que on est dans un mode où on retourne au taylorisme, dans un taylorisme, au Fordisme, où on enchaîne des zooms, en fait, et il n'y a plus aucun échange qui est en dehors du scope, de ce qui était dans la réunion. Moi, je viens pas au travail, je suis désolé, je viens pas au travail
pour enchaîner des réunions sans qu'il y ait d'échanges ou d'interactions plus que simplement sur le travail. Le travail, c'est quelque chose d'humain aussi. Et je pense que le full remote est en train de détruire l'humain. Et je suis un grand défenseur du bureau. J'y crois. Présentiel. D'accord. Ouais. Maintenant, je suis pas un défenseur du 100% présentiel. Ça, plus du tout. Je pense qu'il y a des moments, en fait, où il faut être au bureau. Il faut être, mais que ce soit au bureau, que ce soit dans un WeWork, que ce soit dans un Bien endroit sûr. où tu regroupes des gens. Voilà, c'est pas le bureau. Mais ce mode hybride est essentiel aujourd'hui où moi, par exemple, je déteste travailler chez moi, ok? Mais ce que je fais, c'est que je m'éclipse du bureau pour être loin de tout le monde et travailler sur des sujets stratégiques. Et je vais à mon café préféré et je m'enferme pendant ma matinée sur le canal Saint-Martin et je travaille sans que personne puisse me déranger. Et ça, c'est important. Mais ça, c'est mon mode de fonctionner. Mais j'adore être ici au travail. J'adore le café du matin avec tout le monde et savoir comment ça va, etc. Donc, oui, je suis pour un mode hybride. Le full remote, non. Et le présentiel, 100% aussi, non. Voilà. Bon, bah, au moins, c'est dit et c'est partagé. Hein. Pour ma part, c'est pareil. Question peut-être un peu plus recrutement, mais je pense, Ouais. parce que là j'en ai vu deux et je pense que c'est pas mal d'y répondre. Est-ce que tu penses que le CV peut constituer un élément discriminatoire lors d'une candidature? Normalement, non. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que avec le nombre de CV qui sont vus, peut-être parfois le CV peut encore être discriminatoire parce que pas tout le monde ne sait faire un bon CV. C'est pas simplement de notre côté en tant que recruteur. L'onus, il n'est pas seulement sur nous en tant que personnes qui regardons des CV, c'est également sur les personnes qui font des CV. Aujourd'hui, un bon CV, c'est quoi? C'est quelque part, on peut voir les résultats de la personne, ce qu'elle a délivré, et de façon très brève et très simple. Ok, c'est quoi les expériences de cette personne et ce que cette personne cherche également pour comprendre ce qu'elle est. Est-ce que c'est le projet de cette personne? Alors, oui, ça prend du temps pour créer un bon CV. Ça prend énormément de temps. Les personnes qui me disent qu'ils ont fait un CV en 45 minutes, ben, je peux vous dire que ouais, ça va être difficile d'accrocher. D'accord? La réalité d'un recruteur aujourd'hui en grande boîte, s'il n'y a pas, même, je parle même pas de l'intelligence artificielle, hein. Dans les grosses boîtes aujourd'hui, il y a un algorithme qui regarde les mots-clés qui sont sur les CV, hein. Donc, bon, ok, ça c'est un autre point, mais je regarde en moyenne un CV entre 8 et 10 secondes. Ouais, Ça va très, ok. très vite. Ouais. Ça va Et du très, très coup, vite. J'ai besoin d'accrocher. J'ai un nombre de candidatures énorme. Et donc, aujourd'hui, j'aime bien la petite question là, que Sheridan a posée. Pensez-vous que la photo sur le CV peut constituer un élément discriminatoire? Si je peux me lancer là-dessus. Euh, Moi, je reste convaincu qu'il faut être fier de qui on est. Il faut être fier de à quoi on ressemble, d'accord? Et la réalité, c'est que si vous ne mettez pas la photo sur le CV, à un moment, la personne va vous voir. Quoi qu'il arrive, il y aura un entretien, sûr. d'accord? Donc, pour moi, oui, je pense que on peut mettre la photo sur le CV, mais il ne faut pas le mettre ou pas le mettre. S'en fout, si vous pensez le mettre, génial. Mais à un moment, la personne va vous voir. Donc, allez-y. Maintenant, prenez une bonne photo. Je vois tellement de CV avec des photos, mais de n'importe quoi. D'accord? Des photos en mode je suis en soirée à Ibiza. Non, non. Non, c'est pas ça. En mode je suis en train de faire du camping dans le Larzac non plus. Restez professionnel, restez vous-même, restez simple. Prenez une photo simple. Demandez à quelqu'un de prendre, d'accord, une photo de vous simple avec de la bonne lumière contre un fond uni. Voilà. Et souriez, s'il vous plaît, souriez. Mais j'en vois des choses, hein. Ouais, J'en vois des choses. nous aussi, on en a vu, hein. Ouais. Les photos avec des filtres Snapchat ou dans la voiture. Ouais, non, Non, vraiment, non, non, voilà. non, Euh, non, on évite. non, non. Et on évite les animaux aussi dans les photos Ouais, aussi. ouais, ouais. Ouais. Bon, ça c'est une fois. Mais pas d'animaux, s'il vous plaît. Moi, j'ai Merci. pas vu encore, mais
Ça devait être drôle. Ouais, ok. Non, non, les animaux, j'ai pas vu. Mais ouais, les filtres, les photos de vacances, ça, c'est des choses qui reviennent souvent. Autre question. Ah, et là, c'est une question qui revient un peu qui recentre un peu sur ton métier. Enfin, du coup, le métier dans Ouais. les ressources humaines. Comment faire en sorte que ça ne soit pas répétitif? Ouais. Le métier de ressources humaines répétitif. Alors, dans, le, dans les ressources humaines, il y a vraiment il y a plusieurs métiers. Hein. Le métier de ressources humaines, c'est très large. Il y a vraiment un côté, il y a vraiment un côté HR, RH, pardon, RH administratif, tout ce qui est contrat, avenant, déclaration sociale, légale, etc. De ce côté-là, en fait, oui, il y a un élément répétitif parce que ça vient, les employés arrivent, les employés repartent, les employés tombent malades, les employés ont des cas. Donc, c'est la réalité de ce côté-là. Euh, Maintenant, depuis que je fais de la RH, je peux, même s'il y a tous ces côtés-là, il y a toute la dimension recrutement. Et les recrutements, par exemple, c'est jamais répétitif. D'accord? Ouais. Les personnes changent toujours, les entretiens sont toujours différents. Même si tu travailles sur un job et que tu recrutes plusieurs fois pour un même poste, ça ne se répète jamais. Donc, de ce côté-là, c'est sûr, on n'est pas dans le répétitif. Il y a tellement de sujets aujourd'hui, tellement de managers différents qui ont des sujets différents dans leurs équipes que c'est toujours un problème différent. Il y a toujours des opportunités de travailler sur plein de sujets différents. Je pense que le, ouais, je peux pas dire que c'est répétitif le métier de RH. Il y a tellement de complexité et tellement de choses qui bougent dans tous les sens. On accompagne le business, on accompagne les dirigeants et ça change tous les jours. Donc, je trouve ça, ouais, on ne s'ennuie pas. Et d'ailleurs, vous trouverez rarement quelqu'un en entreprise qui dit les RH, c'est un métier où on s'ennuie. Non, c'est un métier qui est compliqué, qui va dans tous les sens. Ça, c'est, je pense, la réalité de ce métier. Ouais, pour être juste à côté, enfin, moi je suis à la com et effectivement, on s'ennuie pas, hein. Je suis dans un cabinet et il se passe toujours quelque chose. Dernière question, du coup, ce sera celle de Sherilyn et après, je te poserai une question que Ouais, j'ai gardée, que j'ai préparée. Est-ce que tu es pour ou contre les lettres de motivation? je suis contre. Ouais. Je pense que les lettres de motivation aujourd'hui ne sont plus. Ouais, c'est archaïque, en fait. C'est vraiment archaïque dans le sens, quelque chose de personnalisé et de montrer sa motivation de façon différente. Alors, euh, normalement, aujourd'hui, par exemple, chez Scalapay, on ne demande plus de lettres de motivation. On demande simplement au candidat qui postule euh, pourquoi est-ce que vous pensez que ce job est le bon job pour vous dans votre carrière et pourquoi chez Scalapay, très Mhm. simplement. Donc, on attend à ce moment-là une réponse personnalisée. Le, la difficulté avec les lettres de motivation, c'est qu'une lettre de motivation, ça s'écrit en fait, et on l'envoie à 98 postes en changeant le titre de la personne et le poste. Non, aujourd'hui, on attend de la personnalisation. On attend que vous compreniez les différences entre les jobs pour lesquels vous postulez. Si vous postulez chez Scalapay, si vous postulez chez Danone, c'est des raisons très, très différentes. Vous allez chercher des choses très, très différentes. Vous avez des envies très, très différentes. Alors, personnalisez. Moi, ce que je vous recommande, c'est quand vous postulez pour une boîte, regardez les news de la boîte. C'est quoi les actualités de la boîte? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette boîte? À quoi elle ressemble? Personnalisez à ce niveau-là. Regardez le parcours de la personne à qui vous envoyez la, la candidature. Et si vous ne savez pas qui c'est, regardez sur LinkedIn qui s'occupe des talents, vous allez trouver, c'est sûr. Mais personnalisez à fond. Aujourd'hui, tellement, tellement de gens encore envoient des choses bateaux et ça se perd
votre candidature se perd. Vous savez, les meilleures candidatures que j'ai reçues, des gens qui voulaient vraiment rejoindre les équipes. Un exemple concret ici, c'était un sales, un commercial junior. Il était en vacances, il m'a envoyé une carte postale. Il m'a envoyé une carte postale de ses vacances en disant j'ai adoré notre premier échange et si je devais aller faire de la prospection sur des clients, je ne sais pas si j'utiliserai la carte postale, mais pour vous en tout cas un petit coucou de la Grèce. J'ai hâte de vous reparler à mon retour. Et ça m'est resté en tête cette carte postale, d'accord? C'est super personnalisé et ça a marché. On lui a fait une offre, il est revenu, on lui a fait une offre et il a rejoint les équipes après. Moi, je pense que ça montre non seulement de la créativité, mais de la persistance. C'est bien. Bien sûr. Bah, écoute, merci. Moi, j'ai une toute petite dernière question, puis après, on va clôturer ce webinaire. Est-ce que tu aurais une anecdote que tu retiens là sur ta carrière à nous partager? Alors, une anecdote sur ma carrière. J'ai réfléchi. Écoute, quand j'étais étudiant, je pense que j'étais un petit peu perdu sur ce que je voulais faire. Je suis sorti d'études de commerce, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je suis rentré en logistique, j'ai fait de l'import-export. Je pense que je me rappellerai toujours le moment où j'ai rencontré une des femmes qui a été énormément inspirante dans ma carrière. Et c'était Souma, c'était la manageuse que j'avais quand je travaillais à Dubaï. C'est elle qui m'a bougé du Royaume-Uni à Dubaï et c'est elle qui m'a ensuite bougé de Dubaï à Amsterdam. Donc elle a quand même eu des conséquences assez conséquentes, importantes dans ma carrière. Et je me rappelle toujours où elle m'a dit ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, elle m'a assis dans son bureau à un moment. Elle m'a dit, tu sais, à un moment, ne cherche pas le job parce que j'étais dans un process pour un job de retour à Amsterdam. Et elle me disait, tu sais, à la fin, moi, ma carrière, je l'ai faite en suivant les gens, en suivant les personnes. Et c'est vraiment ça, je martèle ce message que j'ai commencé tout à l'heure. Suivez des personnes, trouvez des personnes inspirantes et travailler avec elles. C'est important de s'entourer de mentors, de coachs, de personnes, que ce soit votre boss ou quelqu'un d'autre, qui a envie de vous développer. Ok, c'est important de trouver ces personnes. Elles existent, d'accord? Elles existent. Trouvez-les. Trouvez des personnes qui ont confiance en vous, qui veulent vous faire confiance. Et c'est ça qui va vraiment développer votre carrière. Donc, allez sur ça plus que les jobs. Moi, ça a changé ma vie et ma carrière en tout cas. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de le faire. Et je prends plaisir à mentorer beaucoup de personnes et à développer beaucoup de personnes autour de moi. Et ce sera à votre tour un jour aussi. Mais trouvez quelqu'un qui vous mentor. C'est ça qui est important. Voilà. Ouais. Donc, on revient encore à l'importance du réseau. En tout cas, merci beaucoup, Charles, pour ce webinaire. Merci à vous. Avec plaisir. De toutes vos questions super variées. Du coup, c'était intéressant. On a eu des questions carrière. Donc, merci. Et puis, à bientôt. Ça marche. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me trouver sur LinkedIn, ok? Voilà, c'est cool. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.